Salut mes amis, c'est Pavel et le projet Miner Cash et vous êtes sur la chaîne qui est consacrée aux investissements et au trading. Le dimanche, comme tous les dimanches, toutes les semaines sans faute, nous sommes ensemble pour faire un tour de la planète économique. La semaine était extrêmement intéressante, elle était presque décisive pour les tendances à venir, donc cette vidéo, j'ai décidé de présenter dans l'ancien format parce qu'on a vraiment beaucoup d'informations à analyser, donc je ne peux pas le faire en étant tranquille dans mon canapé, en dehors dans mon jardin, comme je faisais dans les dernières vidéos de Café Dimanche. En plus, il fait trop chaud chez nous. Je sais pas si chez vous c'est pareil. Et donc aujourd'hui, le menu, il est complet. Donc il y a beaucoup de choses à discuter. Donc c'est les différentes annonces des banques centrales. Maintenant, nous avons tous les éléments entre les mains pour faire l'analyse macro. C'est le but de toutes les vidéos de Café de Dimanche. Maintenant, on n'a plus d'excuses pour dire que ça on ne sait pas encore, ça on ne sait pas encore. Maintenant, on sait tout, tout était dit, et il faudra maintenant recoller le morceau et comprendre où vont aller les marchés. Et est-ce qu'il y a des opportunités, et est-ce qu'il y a des fausses opportunités? On va décortiquer tout cela ensemble, mais avant de commencer, mes amis, je vous rappelle qu'il faut absolument s'inscrire à la chaîne Mind Your Cash. N'oubliez pas et mettez un like s'il vous plaît. Pour moi, c'est super important pour développer cette chaîne gratuite. J'espère que ma vidéo vous plaise et faites pour moi, s'il vous plaît, cette petite geste de gentillesse. Je rappelle que j'ai lancé récemment le projet Miner Cash Patrimoine et maintenant, après la vidéo de Café Dimanche, les abonnés, mes chers abonnés premium, vont avoir accès à une autre vidéo qui sera dédiée aux abonnés premium. Et cette semaine, je vais parler de mon montage juridique à travers lequel je fais mes investissements et boursier et l'immobilier, tous mes investissements, comment je les ai structurés de manière juridique afin d'optimiser la fiscalité, afin d'optimiser plein de choses. Les précédentes vidéos que je publiais, c'était par rapport à mon patrimoine immobilier. D'ailleurs, j'ai oublié de vous dire quelque chose de très important, donc n'oubliez pas, vous inscrire, devenir premium, tout est dans la description à cette vidéo, tout ce qui est important de point de vue de rejoindre plus, de connaître mieux le projet Miner Cash. Mais nous commençons tout de suite de parler de fond du sujet. La semaine était vraiment importante. Les deux dernières semaines ont été décisives pour les politiques monétaires des banques centrales. Donc il y a quasiment toutes les banques qu'on suit régulièrement se sont prononcées. Nous allons commencer par une banque centrale inhabituelle, c'est la Banque du Canada. Donc on parle rarement de Banque du Canada, pourquoi? Parce que tout simplement c'est une petite banque, c'est pas un impact aussi majeur comme l'a fait de la BCE. Et pourtant le Canada c'est intéressant de les suivre parce que vu la proximité géographique et les proximités du coup économique de ce pays aux États-Unis, ça sert souvent comme un indicateur avancé de la politique de la Fed future. Et la Banque du Canada, elle a fait quoi exactement? Elle a reparti dans les hausses des taux. Et c'est une grosse surprise pour les marchés, évidemment une mauvaise surprise. Pourquoi? Parce que, comme on avait dit dans les précédentes vidéos de Café Dimanche, on le sait parfaitement, des attentes des marchés par rapport à la politique de la Fed, les marchés ont pricé l'arrêt quasiment total de la hausse des taux et la baisse des taux à partir de septembre prochain, déjà dans 3 mois. Eh bien, quand on voit cette action de la Banque du Canada, donc du coup, tout le monde se pose les questions, qu'est-ce qu'il va faire exactement? Après, la déception des marchés n'a pas été longue, les marchés sont vite repartis à la hausse parce qu'il y a d'autres facteurs qui les drivent vers la hausse, on va les voir dans cette vidéo également. Eh bien, on a mis 100% le focus sur la Fed, sur la BCE qui était attendue la semaine d'après, après le discours de la Banque du Canada. Eh bien, la semaine arrive et elle commence vachement bien. Donc là, si vous suivez ma chaîne Telegram, d'ailleurs, j'ai oublié de vous dire que j'ai une chaîne Telegram où je suis présent quasiment tous les jours. Donc, vous avez vu certainement que les CPI ont été publiés et les CPI sont ressortis, on va dire, mieux qu'attendu, parce que sur ce cas-là, en fait, sur cet indicateur concret, le rouge, c'est une bonne nouvelle parce qu'on a une inflation, un gros problème de l'inflation, et donc, vu que ça ressortit plus bas que prévu, donc ça veut dire que l'inflation ralentit légèrement plus que prévu. Mais pourtant, si vous regardez les chiffres absolus, ça reste extrêmement élevé. Je vous rappelle encore une fois, je sais que c'est évident, mais je préfère le rappeler, que l'inflation, c'est la vitesse de la hausse des prix.
Donc voilà, c'est pas les prix absolus. Donc quand l'inflation baisse, ça ne va pas dire que les prix baissent. Ça va dire que la vitesse d'augmentation des prix diminue. Quand elle reste sur les 4%, ça reste 2 fois supérieur à l'objectif de la Réserve fédérale, qui est d'ailleurs marqué dans leur statut que ce sont les 2%. Le 2%, c'est le target de la Réserve fédérale. Donc du coup, nous restons toujours bel et bien au-dessus de cet objectif de la Fed. Donc pourtant, bon, vu que les marchés sont drivés par les automates, par les personnes émotionnelles, donc ça a été considéré comme une très bonne nouvelle, et les marchés ont bien pris cette statistique en se disant que, mais avec une statistique comme ça, c'est sûr que la Réserve fédérale va arrêter les hausses des taux et va avoir un discours plutôt positif par rapport aux perspectives de l'inflation. Et bel et bien, la journée suivante, Jerome Powell se pointe devant à la conférence de presse. Ils annoncent un événement largement attendu qu'il ne monte pas les taux en juin. Donc ça, c'est vraiment la première fois depuis de nombreux mois qu'il n'a décidé de ne pas monter les taux. Et par contre, tout de suite après, il fait un énorme choc, électrochoc sur les marchés financiers en disant qu'il y a encore 2 hausses des taux sont pourtant probable pour cette année. Donc ça efface complètement toutes les espérances des marchés par rapport à la baisse des taux cette année. Si vous suivez les marchés en intraday, il y a eu une chute vraiment très immédiate après ces paroles, mais Jerome Powell, c'est quelqu'un qui est très expérimenté, il sait à quel point ces paroles sont importantes pour les marchés, il s'est tout de suite corrigé, il a dit que ça va dépendre évidemment des statistiques économiques, même si c'est évident, ces décisions dépendent toujours des statistiques économiques, et il a quand même répété cela pour rassurer un tout petit peu les marchés. Il y a un autre point super important qu'il a mentionné, c'est que l'arrêt de hausse des taux ce mois-ci, il n'est pas lié au fait que l'inflation elle ralentit et qu'elle s'approche au target de la Fed. Non, pas du tout cela. En fait, il a dit quelque chose de complètement différent. Il a dit que on arrête pour réévaluer l'impact de la hausse des taux sur l'économie et, on va dire, prendre la température de l'économie américaine à ce moment concret. Je vous rappelle qu'il y a à peu près 15 jours ou 3 semaines, je vous ai fait une vidéo et je vous ai présenté un article où Jerome Powell disait que la crise des community banks comme Silicon Valley Bank ait de l'impact sur la politique de la Fed. Cette actualité, elle est passée inaperçue, mais je vous ai dit que clairement, c'est important à suivre cela parce que la Réserve fédérale ne s'attendait pas à ce phénomène. Donc ça, c'était un effet de bord qui a été créé par leur politique de la hausse des taux. Et ils se sont arrêtés ce mois-ci tout simplement pour réévaluer la situation macro et pour éviter à l'avenir que les choses pareilles se produisent. Donc ce n'est pas un arrêt stratégique, c'est un arrêt temporaire juste pour voir où on va aller. Et d'ailleurs, Dieu sait encore comment l'inflation sous-jacente, les CPI futurs, vont réagir sur cet arrêt des hausses des taux. Parce que l'économie américaine, elle va vraiment très bien et c'est quelque chose à quoi de nombreux analystes ne s'attendaient pas. Donc, si l'économie va très bien malgré les taux, dans ce cas-là, on risque d'avoir encore des CPI qui vont rester sur des niveaux très élevés. Et c'est même pas une question de la tendance, est-ce qu'ils vont augmenter, est-ce qu'ils vont baisser, c'est surtout qu'ils vont rester largement au-dessus du target de la Fed. Et quand ça reste au-dessus de la target de la Fed, ça veut dire emprunter de l'argent pour les États-Unis, ça va coûter beaucoup plus cher. Le financement de développement des différentes entreprises va être très cher. Et donc, forcément, ça va créer un contexte économique complètement différent, un contexte où les taux sont élevés. Et nous, on s'est habitué aux taux très bas, voire les taux à zéro, pendant de nombreuses années. Et comment ce passage brutal des taux zéro vers les taux élevés va se passer, c'est une question que je me pose et j'ai peur que cette question peut provoquer vraiment des gros dégagements économiques qui vont forcément impacter les tendances boursières. Pour cette raison-là, comme je l'ai déjà communiqué à plusieurs reprises, toute hausse des marchés, pour moi, c'est une opportunité de prendre les profits, ce que je continue de faire, et j'implémente certaines stratégies plutôt du trading, et que je communique évidemment soit sur mon Telegram, soit dans différents réseaux sociaux où je suis présent. Voilà, donc faisons maintenant un petit bilan de la réunion de la Réserve fédérale. Le point principal que moi je retiens, que la Réserve fédérale n'a pas confirmé les attentes des marchés par rapport à la pause dans la hausse des taux d'intérêt. Parce que la Réserve fédérale se trouve toujours dans 3 états. Soit elle baisse les taux, soit elle monte les taux, soit elle est en pause. En gros, il ne fait rien. Donc, elle n'a pas confirmé que nous passons du stade de hausse des taux à un autre stade des taux flat.
Donc elle dit tout simplement qu'il arrête temporairement pour réévaluer la situation économique pour probablement continuer après donc augmenter les taux. Je ne dis pas que cette augmentation des taux aura nécessairement lieu, mais ce qu'on peut constater avec une très très forte probabilité, c'est qu'il n'y aura pas de baisse des taux. Et pourtant c'est ce sur quoi le marché espère, c'est ce que le marché était en train de pricer ces dernières semaines, et c'est d'où vient grosso modo ce bull market. Bon, il ne vient pas uniquement de cela, on va voir un peu plus tard dans cette vidéo, quand on va parler des marchés financiers plus concrètement. Et maintenant, nous allons jeter un œil sur comment le marché a réagi sur ces annonces de Jerome Powell et comment les attentes des marchés ont changé avant et après son discours. Donc sur le Fed Monitoring Tool, ce que j'ai déjà présenté dans mes précédentes vidéos sur la chaîne Miner Cash, vous savez que vous pouvez observer quelles sont les attentes mois par mois. Donc là, on sait que les réunions de la Fed se passent une fois par mois, donc un petit peu plus rarement en réalité, mais bon, on peut dire comme ça. Et donc on peut regarder quelles sont les attentes, par exemple, pour la prochaine réunion qui aura lieu le 26 juillet 2023. On voit que le marché s'attend à 25,6% de probabilité que le taux va rester inchangé. Quelque part, ce sont des personnes qui ne croient pas à Jerome Powell, parce que Jerome Powell il a dit que très probablement il va encore monter les taux. Évidemment, il n'a pas dit qu'il va le faire nécessairement en juillet, donc lors de la prochaine réunion, mais il a dit clairement qu'il y aura encore des nouvelles hausses. En revanche, les personnes qui pensent que le taux va être relevé le mois prochain s'élève à 74,5%, donc ce qui est quand même assez énorme. Donc cela veut dire que beaucoup de personnes s'attendent que effectivement la hausse va reprendre déjà, donc on vient juste de l'arrêter et va déjà reprendre à partir du mois prochain. Et donc on peut constater qu'il y a une semaine, 31 personnes, 31% de probabilité, elle était attribuée au scénario où les taux vont rester dans la même fourchette qu'aujourd'hui. Donc cela veut dire qu'il y a moins de personnes maintenant, après le discours de Jerome Powell, il y a beaucoup moins qui pensent que le taux va rester inchangé le mois prochain. Et en revanche, le nombre de personnes qui croient que le taux va être remonté en juillet, il a littéralement explosé. Il est passé de 61%, 62 presque, à 74,5%. Donc vous voyez que le sentiment des marchés par rapport à la politique des taux a dramatiquement changé. Pourtant, aucune réaction sur les marchés financiers pour le moment, sachant que on sait parfaitement que les marchés sont très sensibles à la politique monétaire. C'est pratiquement, en tout cas, la plus importante variable des marchés, mais probablement même certains disent que c'est la seule variable qui dirige aujourd'hui les marchés. Et pourtant, on ne voit pas ou de réaction sur les marchés. Est-ce que ce n'est pas un momentum, mes amis? Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, parce que nous observons vraiment une situation très particulière où le marché décorrèle de la politique de la Fed. Autant je peux croire que les marchés peuvent être décorrélés de l'économie réelle, c'est quelque chose qu'on observe depuis de nombreuses années. Par contre, les marchés qui prennent un chemin différent à la politique de la Fed, ça doit forcément être lié à un phénomène objectif, probablement le phénomène temporaire. Si on extrapole quelque part ce raisonnement, on peut dire que the winter is coming, si vous voulez. Donc, ça veut dire que quelque chose devrait se passer dans les semaines, voire dans les jours, voire la semaine prochaine. Donc, je vais prendre un pari avec vous. Je pense que la semaine prochaine, mes amis, elle va être beaucoup plus perturbée que les 2 dernières semaines que nous avons vécues. On va avoir une explosion de volatilité, selon moi, et on va voir le repricing de ce nouveau risque. En fait, le nouveau risque que les banques centrales ne vont non seulement pas commencer le cycle de baisse des taux, mais ils vont même pas s'arrêter de les monter. C'est quelque chose que le marché n'a pas du tout pricé. Après, on peut discuter et passer beaucoup de temps dans ces discussions très intéressantes macroéconomiques. Est-ce que le marché a déjà pricé les baisses des taux ou pas? Je pense qu'au moins à moitié. En tout cas, je ne pense pas que c'est intégralement pricé par le marché. Mais en tout cas, c'est sûr et certain que le marché ne pricait pas le scénario où les taux vont continuer à monter. Et c'est pourtant quelque chose que la Réserve fédérale compte de faire. Et on a parlé pour l'instant que de la Réserve fédérale et que de banques du Canada. Donc on va encore parler de 2 autres banques qui sont aussi importantes. Voilà mes amis. Donc c'est ce que concerne la Réserve fédérale. On avait tout vu, on a vu comment les marchés ont intégré cette anticipation, en tout cas dans les anticipations de futur sur le Federal Fund Rate.
Et maintenant, nous allons parler de deux autres banques qui sont également très très importantes. C'est la Banque Centrale Européenne. On oublie souvent de notre chère Christine Lagarde. Par contre, là, c'était vachement intéressant que malgré la récession déjà technique qui s'installe dans l'Union européenne, Christine Lagarde a dit clairement qu'elle va continuer à monter les taux. Donc ça, c'est clair et net. Donc on ne s'attend que à des rate hikes dans les prochains mois. Et donc côté zone euro, on va continuer à avoir le resserrement de crédit, le resserrement, les diminutions de liquidité dans le système, et on va avoir les prêts pour tous les projets que nous avons, pour lesquels il faudra payer beaucoup plus cher en termes de taux d'intérêt. Voilà mes amis, ça c'est la situation actuelle. Et la quatrième banque qu'il faut noter, qui est complètement en contre-courant des banques occidentales, c'est la Banque de Chine. En Chine par contre, ils n'ont pas de problème de récession et la Chine continue à baisser les taux. Donc ça, c'est la situation complètement différente, mais elle est aussi très particulière parce que la Chine, elle continue de payer les conséquences de leur zéro Covid, de leur politique erronée, donc de point de vue économique, selon beaucoup d'analystes, c'est pas moi qui le dis, c'est une grosse erreur que le gouvernement chinois a fait après le Covid, qu'il a appliqué cette politique extrêmement restrictive par rapport à la pandémie. Donc ce sont les conséquences qu'ils sont en train de gérer, et pour les gérer, ils sont obligés au contraire de baisser les taux. Voilà mes amis, donc la conclusion de toute cette semaine folle de point de vue banque centrale, de point de vue politique monétaire. Donc toutes les banques occidentales, Banque de Canada, montent déjà les taux. La BCE, elle a monté les taux et elle va continuer de le faire. Et la Fed, elle a fait une pause, mais c'est une pause technique pratiquement. Donc cela veut dire qu'il n'y a rien qui les empêche de repartir sur la même tendance de hausse des taux dans les prochains mois. Voilà, ça c'est la conclusion de cette semaine. Et en se basant sur cette conclusion, nous allons continuer à analyser les marchés dans les semaines à venir. Donc si on regarde sur l'indice S&P 500, on voit tout de suite qu'il a fait un énorme pullback sur sa tendance haussière quand Jerome Powell a commencé à parler. Ça, c'est exactement le moment, en 14 juin en fait, quand il a eu le discours de la Fed, quand il a prononcé la phrase qu'il y aura en cours de nouvelles hausses de taux cette année. Donc c'est quelque chose que le marché n'a pas du tout pricé, mais dès qu'il s'est rectifié en disant que ça va dépendre des paramètres économiques, patati patata, des différentes statistiques financières, donc le marché s'est repris. Parce que le marché maintenant il est chargé pour la hausse, pour des raisons qu'on va voir juste dans un instant. Et le marché veut absolument monter. Donc du coup, dès qu'il a trouvé une bonne raison pour repartir à la hausse, il a tout de suite profité de cette possibilité. Il a corrigé quelque part la tendance. Mais on voit que la réaction, la sensibilité du marché au discours de Jerome Powell, il était bel et bien présent, parce que le marché ne veut pas que les taux montent. Et pour l'instant, rien de cela n'est pressé. Donc le marché vit un peu dans ses rêves que les taux soit vont rester inchangés, ou bien, c'est déjà en grande partie pressé également, surtout dans la tech, ceux qui vont repartir à la baisse vers la fin de cette année. Maintenant, nous allons commencer à se poser la question, les bonnes questions. Pourquoi les marchés ne pricent pas le changement vraiment dramatique de la politique de la Fed? En tout cas, en fait, il n'y a pas eu de changement dramatique de la politique de la Fed. Il y a eu un changement de la perception des marchés, qu'il a dû changer dans tous les cas par rapport à la réalité de ce que Fed annonce. Donc la Fed annonce clairement aujourd'hui que non, on ne va pas baisser les taux. Quelque chose, il ne faut pas vous rappeler parce que c'était tout récent, tout frais dans notre tête, c'est que toutes les dernières semaines, nous avions parlé que de ça, que voilà les anticipations que la baisse des taux vont arriver, qui font monter les bourses. Aujourd'hui, ces anticipations ne sont basées sur rien. Pourquoi les marchés n'ont pas chuté? Il y a deux raisons, en tout cas que moi je vois pour ça. La première raison, elle est purement technique, parce que ce vendredi, c'est une grande journée des expirations. Il n'y a pas beaucoup de journées comme ça dans l'année. Il y a beaucoup de contrats, des dérivés qui expirent, notamment des options. Bon, ceux qui font avec moi dans mon club Option Invest, le trading, l'investissement avec des options, vous savez qu'il y a toujours des journées quand les options expirent et on roule d'ailleurs les futurs aussi, donc, et on roule sur le mois suivant. Donc ce vendredi, il y a eu beaucoup d'expirations. Donc c'est journées-là, elles sont très peu représentatives de point de vue de tendance. Donc il faut toujours en tenir compte. Et après, il y a un deuxième phénomène, c'est l'AI. L'AI, là je vais vous montrer par exemple le screener d'intelligence artificielle.
La tendance des derniers jours, c'est que toutes les actions d'intelligence artificielle qui est dirigée par Nvidia, parce que Nvidia elle est vue comme une action, vraiment le leader d'intelligence artificielle, parce que c'est elle qui, en court terme, dans le momentum actuel, c'est elle qui profite du hype à 100%, voire à 200%. On voit que les actions de Nvidia s'envolent vraiment dans la stratosphère. Elle était déjà dans la stratosphère, je sais même plus comment s'appelle la partie de l'espace où elle se trouve actuellement, mais on voit clairement le phénomène de la FOMO, donc Fear of Missing Out. Donc il y a énormément d'investisseurs qui voient le train partir et ils essayent de sauter sur ce train et acheter les dernières valeurs qui coûtent quelque chose. On voit que toutes les valeurs littéralement qui étaient délaissées complètement il y a encore quelques mois, qui sont en train d'être massivement rachetées. Et donc j'aimerais bien faire une petite remarque par rapport à nos diverses discussions, notamment sur Telegram, dans les commentaires. Certains me reprochent aujourd'hui, et ça je trouve vraiment d'un côté injuste, de l'autre côté incompréhensible, c'est qu'ils me reprochent que je suis négatif sur les valeurs d'intelligence artificielle. Pourtant, ça fait peut-être déjà 2 ans. Si vous vous souvenez, si vous êtes, ça fait longtemps que vous êtes avec moi, et je pense qu'il y a 2 ans, je fais la première vidéo sur l'intelligence artificielle où je présentais toutes ces valeurs, tous ces concepts, j'ai présenté les GPU, les CPU, toutes ces différences, les edge computing, de toutes ces choses-là. Il y a vraiment une vidéo même assez technique du point de vue de l'IT, et j'ai présenté ça comme un segment super intéressant. Et donc j'ai parlé des valeurs quand on était massacré. C'était il y a encore 1 an et tout le monde me disait, là à l'époque on me reprochait que j'investissais toujours dans les GAFAM, c'était vraiment la phrase que je prononçais plusieurs fois, c'est que pour moi c'est les GAFAM, c'est la vraie value. Tout le monde me disait qu'à l'époque c'est une rotation, les GAFAM c'est un mauvais choix, etc. Maintenant, quand tout a explosé, on me dit que, voilà, parce que mon temps, je suis pessimiste sur les valeurs qui ont énormément de potentiel. Moi, j'étais le premier à dire tout le temps que les GAFAM, il fallait y être tout le temps. Donc, ce sont des valeurs vraiment de qualité extraordinaire. Après, la valorisation, souvent, est exigeante, ça, c'est sûr et certain, mais bon, ça, c'est quelque part, entre guillemets, le problème de chaque fois dès qu'on parle de la qualité. Mais par contre, on ne peut pas aujourd'hui me reprocher que je suis, on va dire, anti-intelligence artificielle. Au contraire, c'était toujours un de mes secteurs de prédilection. Par exemple, je vais vous donner un exemple maintenant qui n'est pas à la mode, mais qui va revenir à la mode sans aucun doute, selon moi en tout cas, c'est le Metaverse. C'est un des créneaux sur lesquels je suis prêt d'investir. Il y en a plusieurs de créneaux comme ça. Et donc là, aujourd'hui, ces valeurs ne sont pas à la mode. Et quand ça revient, quand le hype revient, que je ne sais pas quelle société va faire une belle annonce comme Microsoft a fait au début de cette année, non, c'était en mars, je crois, quand ils ont annoncé l'intégration de ChatGPT dans leur navigateur. Et c'est que ça, en fait, qui a changé la donne pour le secteur d'intelligence artificielle. Ça fait exploser les cours et maintenant on dit que maintenant tout à coup ils ont du potentiel. Il n'y a pas grand chose qui a changé par rapport à la situation où il y a quelques mois quand personne ne voulait ces valeurs et maintenant quand tout le monde les a achetées, quand ils valent vraiment des fortunes, tout le monde les veut. C'est vraiment le paradoxe que je ne comprends pas, mais surtout, il ne faut pas me dire que je suis anti-Nasdaq, c'était vraiment l'inverse de mon positionnement sur les marchés. C'est juste la seule différence qu'aujourd'hui, contrairement à ce que je disais il y a quelques mois quand ces valeurs elles étaient super intéressantes, par exemple comme Meta à 100 $, je me suis fait critiquer aussi sur Telegram quand je disais que ces valeurs malgré tout ils gagnent énormément d'argent, je me souviens, vous pouvez trouver les vidéos comme ça. C'est que personne ne voulait l'acheter. On me disait d'un cours de 50 $, comme mon cours de point d'entrée, je me souviens. Donc aujourd'hui, Meta, elle est quoi à 300 $. Voilà, et ils sont où toutes ces personnes qui anticipaient 50 $ pour Meta. Donc voilà, vous voyez, donc c'est quand même, parfois, ça va dans une absurdité totale. Et j'aimerais bien dans cette vidéo de clarifier mon positionnement. Moi, je veux acheter des valeurs en fait, qui proposent des beaux produits, qui ont des profils de croissance intéressants, et quel que soit le cycle, rotation envers les values, pas rotation, etc. Dans les values, il y a aussi des valeurs qui m'intéressent pour garder pour le dividende, pour le long terme. Mais effectivement, vu que j'ai une gestion plutôt de portefeuille active, donc je sors souvent des valeurs, j'en rentre facilement plus tard. Aujourd'hui, je trouve que beaucoup de valeurs qui interviennent sur l'intelligence artificielle sont surpricées. Je peux le répéter encore une fois. Je ne dis pas qu'il faut nécessairement les shorter, comme moi je l'ai fait sur Nvidia d'ailleurs, comme vous le savez très bien. C'était on va dire, pour l'instant, la seule défaite du trading de cette année. Je trouve que cette statistique elle est bonne, sauf qu'en montant c'était quand même malheureusement assez important. Mais en termes de statistiques, nombre de trades gagnants, je reste quand même toujours dans un très bon profil. Et aujourd'hui,
je commence à me demander, est-ce que ça vaut le coup de payer les prix actuels pour ces valeurs d'intelligence artificielle? Pourquoi je doute? Parce que ça me fait penser énormément à la crise des dot-com. Je suis largement trop jeune pour m'en souvenir comment c'était sur les marchés, j'étais pas encore trader à l'époque, mais j'ai lu beaucoup sur cette crise. Et à l'époque, dès que l'entreprise avait le nom .com dans le nom de son entreprise, elle se faisait acheter, levait les capitaux incroyables, et tout le monde voulait l'acheter, tout de suite ça devenait une valeur de hype. Donc dès que tu dis quelque chose .com, tout le monde voulait investir dedans. Maintenant, je vous donne un exemple. Il y a un startup français qui s'appelle Mistral AI, donc ça c'est visiblement du sud de la France, de où je suis actuellement. Ils ont lancé un projet dans le modèle de langage. Là, je vous montre l'article dans mon blog. Pour ceux qui sont nouveaux avec la chaîne Minder Cash, que j'ai un blog, je poste presque tous les matins des actualités du jour. Donc, vous pouvez aller sur mindercash.fr. En tout cas, dans la description, vous avez toutes les infos. Et donc là, je mets très court, de manière très brève, le plus important de la journée. Je pense que ça doit être assez intéressant. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si vous lisez ces posts, que je pense qu'il y a pas mal de personnes, en tout cas sur Telegram, qui sont contents de les recevoir tous les matins. Donc là, justement, je parlais de ce startup français, donc ça peut être une gloire. Mais attention, cette entreprise, dans le modèle de langage, elle a levé 105 millions d'euros. 105 millions d'euros pour les systèmes de modèles de langage. C'est quoi les modèles de langage? Juste pour votre information, que c'est par exemple pour quand vous tapez quelque chose pour prédire le mot suivant. Donc peut-être je simplifie un petit peu, je ne suis pas un grand expert dans le domaine, mais grosso modo c'est l'analyse de ce que vous écrivez, l'analyse intellectuelle, l'analyse avec l'intelligence intellectuelle, pour en fait extrapoler votre raisonnement, ce que vous dites, et continuer pour vous en fait, à votre place si vous voulez. Donc c'est comme ça que je le comprends. En tout cas, dites-moi dans les commentaires si vous avez une meilleure vision par rapport à ce projet-là. Mais quand même, déjà, c'est pas hyper nouveau, on est d'accord. Donc ça, il y a déjà des choses. Moi, je dis pas que c'est pas le simple auto-remplissage, évidemment. Ça va plus loin que ça. Mais c'est beau, c'est intéressant, mais 105 millions de dollars pour un startup qui ne fait rien du tout. Donc X10, ça fait déjà 1 milliard, c'est déjà une grosse entreprise. En fait, vous savez, il y a des sociétés dans le CAC 40 qui font 1 milliard de capitalisation, par exemple. Donc c'est quand même quelque chose qu'on a vu justement pendant la crise des dot-com. Et pour ceux qui ne sont pas tellement intéressés par l'histoire économique et boursière comme moi, je vais vous rappeler pourquoi la crise de dot-com a explosé. C'est très simple, parce que les attentes économiques ces startups .NET à l'époque ont eu besoin beaucoup plus de temps pour se développer que ça a été prévu. Donc qu'est-ce qui s'est passé concrètement de point de vue boursier? Vous savez que la bourse, elle price toujours les valeurs. Donc ça veut dire qu'elle prend, voilà, ça sont les actifs, ça c'est le projet, j'attends un certain pourcentage de rendement, et je regarde combien avec ce rendement attendu, combien de l'année il faudra pour que je rentabilise mon investissement. Et donc quand il était en train de pricer pendant la bulle de dot-com, ils ont introduit des chiffres qui étaient incorrects, parce qu'ils ont largement sous-estimé le temps qui sera nécessaire pour que toutes ces technologies mûrissent et toutes ces technologies se mettent en place. Voilà. Si je fais court. C'est pour ça qu'il y a eu énormément de déceptions dans ces investissements, et que certaines entreprises de cette époque existent encore toujours. Est-ce qu'on peut appliquer le même raisonnement sur les entreprises d'intelligence artificielle? Je ne pense pas. Honnêtement, je ne pense pas, parce que pour plusieurs raisons. La première raison, que AI est déjà relativement mûr, mais par contre il n'est pas encore intégré entièrement dans le monde économique. Je sais qu'il y a encore des projets qui sont déjà en place, mais par contre on peut aussi voir ce même phénomène sous un autre angle, parce que par exemple les phénomènes comme Big Data, comme l'analyse commerciale des données, ça existe depuis des années et des années, et c'est aussi une forme d'intelligence artificielle. Donc vous voyez, d'un côté on peut dire que ce n'est pas encore mûr, parce que voilà, effectivement, ChatGPT, ce n'est pas encore quelque chose qu'on utilise tous les jours dans le monde d'entreprise. Mais en revanche, on va dire les parties du monde d'intelligence artificielle sont utilisées depuis très longtemps par des systèmes comme en fait, des systèmes de BI en fait, qui sont spécialisés, notamment le système de Salesforce, qui se base vraiment là-dessus depuis de nombreuses années.
C'est vrai que ce sont des sociétés de performance, c'est vrai que ça transforme le business d'entreprise, ça le rend beaucoup plus efficace, mais on n'a pas vu non plus la croissance des profits exponentielle. Donc il faut quand même faire attention et ne pas surestimer l'effet d'intelligence artificielle dans le monde du business. Il y a un autre phénomène auquel on ne pense pas naturellement, c'est la réglementation. Par exemple, ChatGPT, moi je l'utilise maintenant, j'ai commencé à l'utiliser il n'y a pas longtemps, c'est excellent. Franchement, pour être honnête, c'est vraiment quelque chose qui m'aide énormément, notamment quand je fais des vidéos, par exemple, je fais parfois des bouts de description avec ChatGPT, ça marche vraiment extrêmement bien. C'est pas mûr de point de vue des questions comme privacy, par exemple. Parce qu'imaginez que demain, tout le monde va se mettre à utiliser le ChatGPT, et finalement, du coup, on va commencer à récupérer facilement les données personnelles, etc. Donc ça, c'est absolument inacceptable dans le monde actuel. Vous savez, il y a eu des scandales, de nombreux scandales de Apple, de Facebook, autour de Mark Zuckerberg, surtout par rapport au stockage ou pas des données personnelles. Ici, ça va être 100 fois pire. Vous imaginez que si il commence à y avoir des accès à des informations personnelles via des systèmes d'intelligence artificielle, je pense que ça va tout de suite lever le débat philosophique où ils vont dire que stop, 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 notre infrastructure juridique, notre système de sécurité ne sont pas encore prêts pour ce type de système et on va commencer à les réguler. Dès qu'on va commencer à les réguler, je pense que ça va arriver, ça va se transformer dans quelque chose de beaucoup moins global. Ça va se transformer dans des outils très puissants que, par exemple, on peut vous donner un espèce de chat GPT pour votre entreprise que vous avez lancée, votre entreprise qui travaille avec des gros volumes de données. Vous pouvez appliquer cette intelligence artificielle sur ce volume de données et en tirer profit, mais au sein de votre entreprise. Je ne pense pas que ça sera aussi global comme c'est le cas aujourd'hui pour ChatGPT. Je pense qu'il n'est pas contrôlé, juste parce que c'est nouveau aujourd'hui. Et ça, on va voir ce que l'avenir nous réserve, mais j'ai peur que ça ne va pas durer longtemps, cette histoire de ChatGPT, de manière libre accès, comme ça qu'on peut récupérer toutes les informations. Ou bien il sera limité à des sujets vraiment très généraux, style au lieu d'aller chercher sur Google et se taper un peu des 10 000 liens, on peut demander ChatGPT, il va tout de suite donner une réponse. Ça, pourquoi pas. Mais par contre, il y aura beaucoup de niveaux de sécurité pour vérifier qu'il ne va pas aller chercher dans des données qui sont privées. Et comment elle va le faire, ça je n'ai aucune idée. Par exemple, évidemment, l'Internet, c'est l'espace où on peut tout dire, on peut tout faire. Donc forcément, il y a beaucoup de leaks, il y a beaucoup de fuites d'informations. Et donc si ChatGPT, avec ce principe de deep learning, il est en formation permanente, il va se former sur des données personnelles, forcément, elle va les sortir. Comment on va distinguer entre les données publiques et les données personnelles? Tout ce débat, pour moi, n'est pas clair du tout. Donc voilà, c'est tout ça pour dire que tout n'est pas aussi évident comme ça peut paraître au premier abord, que l'intelligence artificielle c'est bien, mais à consommer avec modération, comme on dit. Voilà mes amis, donc si on regarde maintenant un petit peu l'analyse technique quand même, enfin j'aimerais bien prendre un pari avec vous, si vous voulez jouer un petit jeu, c'est que je pense que la semaine prochaine, après l'expiration de tous les contrats d'options, il y aura une forte hausse de volatilité. Donc il y aura le repricing de nouvelles réalités par rapport aux déclarations de la Réserve fédérale. Donc tous les niveaux de S&P 500 actuellement sont cassés. Pour moi, ils sont cassés à cause ou grâce à des valorisations énormes des entreprises qui interviennent sur l'AI. D'ailleurs, le phénomène de l'AI, il est propulsé davantage par le fait que les entreprises qui sont spécialisées dans l'AI, ce sont souvent les entreprises qui sont déjà très grosses, qui sont de très grosses capitalisations et qui servent en locomotive en fait pour les cotes internationales. Et donc le poids de GAFAM dans S&P, dans Nasdaq surtout, donc il est énorme. Donc forcément, ça fait casser très facilement les barrières techniques. Pour moi, cette situation peut facilement changer et peut-être très vite, et nous allons observer juste le retour dans les réalités. Et aujourd'hui, nous sommes dans un contexte où il y a beaucoup de faux signaux, donc du coup, l'analyse technique, pour l'instant, je le fais, mais pas beaucoup, pas autant que l'année dernière, justement parce que je ne vois pas pour l'instant, à part le modèle assez évident des niveaux, genre des supports de résistance, que le modèle qui pourrait nous donner une idée sur l'avenir. L'avenir, actuellement, elle est particulièrement incertain. Pour moi, on devrait quand même revenir, évidemment, en dessous de 4200, donc ça, c'est le premier niveau, et ensuite, je pense, évoluer au sein de ce niveau jusqu'à les prochaines réunions de la Réserve fédérale, où il va clarifier un petit peu plus sur sa politique. Les statistiques sur l'inflation vont devenir en cours davantage plus important. Maintenant, on va revenir dans le mode normal, quelque part, pas le monde inversé. On va voir
les statistiques macroéconomiques qui vont déterminer les décisions de la Fed, et évidemment, ça va bouger les marchés un peu dans tous les sens. Voilà mes amis, c'est tout pour aujourd'hui, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de mettre un like et partager cette vidéo avec vos amis qui sont intéressés par la bourse et la finance. Et pour ceux qui font partie de mon club Mind the Cash Premium, dans Club Patrimoine maintenant, il y a une autre vidéo, comme je vous ai dit au début, qui vous attend, où je vais présenter mon montage juridique. D'ailleurs, pour ces personnes-là aussi, j'aimerais bien annoncer, c'est que je commence à me préparer déjà une nouvelle structure de présentation de mon portefeuille cible, parce que je veux commencer à ouvrir mes positions. Actuellement, je vide mon portefeuille parce que je veux que la correction passe, je veux que les marchés se calment un petit peu, quand on retrouve les repères, quand on retrouve les ratios raisonnables. Ça va arriver, donc s'il faut attendre, je vais attendre, il n'y a aucun problème. J'ai des projets de remboursement des prêts d'ailleurs, donc ça c'est pas une mauvaise idée de faire quand sur les marchés financiers, il n'y a pas beaucoup d'opportunités. Je pense qu'il y a deux bonnes solutions. En fait, la première solution de se former, notamment je vous conseille les options, de se former sur les options pour s'ouvrir à ce monde. Et la deuxième bonne solution, c'est de rembourser les dettes si vous avez du cash que vous avez sorti de la bourse. Voilà, comme ça va vous ouvrir de nouveaux cash flow pour ensuite revenir en bourse au moment quand les cours seront plus intéressants. Donc il faut être patient. Et surtout, mes amis, ne tombez pas dans ce phénomène de FOMO, parce que c'est dangereux, déjà, c'est vraiment dangereux. C'est quelque chose qui peut finir vraiment, vraiment très mal. On l'a vu déjà en 2021, il y a de nombreux exemples, en fait, je peux vous citer, par exemple DocuSign, Upstart, qui est en train de repartir maintenant. Ce sont des valeurs qui sont écroulées de 90% parfois, et pour après récupérer son capital, il faut attendre vraiment de nombreuses années. Donc dans l'AI, on n'est pas encore dans ce niveau de délire, sauf Nvidia peut-être, mais quand même, les entreprises, beaucoup d'entreprises qui sont pure players dans l'AI sont des entreprises de catégorie D, donc du coup sans chiffre d'affaires. Certaines vont s'en sortir, d'autres pas. D'ailleurs, une entreprise que je vous conseille de regarder quand même de très près, c'est Palantir, parce que ils ont des contrats avec Pentagone militaire, donc c'est pas, bon, évidemment, c'est pas une société de défense, mais c'est une société technologique qui a quand même un gros client comme ça, donc c'est peut-être un petit peu rassurant pour les investisseurs, mais encore une fois, la valorisation, elle est difficile à chiffrer, parce que, bon, en fait, c'est une catégorie D, donc du coup, toutes les valeurs que vous voyez, donc ça peut, en fait, on price les rêves, encore une fois. Et voilà, et aussi à la fin de cette vidéo, j'aimerais bien aussi, pour éviter comme une solution anti-FOMO quelque part, de vous, si je me permets de conseiller un petit peu, d'être un petit peu plus contrariant, parce que quand le FOMO arrive, clairement c'est trop tard. Il y a des meilleures affaires à faire ailleurs, et meilleures affaires là où il y a des secteurs qui vont nécessairement revenir sur le devant de la scène, où il y aura le hype qui va s'installer tôt ou tard. Je peux vous citer quelques-uns, par exemple les énergies renouvelables. Qui doute que c'est le futur? Donc je pense que tout le monde est d'accord que c'est les technologies de futur. Après, dans les voitures électriques, c'est un petit peu plus délicat parce que il y a beaucoup de concurrence, il faut vraiment bien dénicher les valeurs. La metaverse, contrairement à intelligence artificielle, comme je viens de vous dire qu'en grande partie, les éléments d'intelligence artificielle sont déjà présents depuis longtemps dans notre vie, sauf qu'on ne les appelait pas comme ça. Autant metaverse, c'est quelque chose de complètement nouveau. Maintenant, on a oublié presque ce mot. Il y a un an, ce mot, il était super à la mode. Et peut-être c'est là où il faudra aussi regarder un petit peu. L'avantage d'ailleurs, c'est que certaines entreprises, beaucoup d'ailleurs, qui sont sur le metaverse, font aussi également de l'intelligence artificielle. Donc il faut quand même faire attention aux valorisations. Mais il y a aussi des pure players, et n'oubliez pas toutes ces technologies qui sont temporairement, encore une fois le mot-clé c'est temporairement, oublié par le monsieur marché. Voilà mes amis, dites-moi dans les commentaires quels sont les sujets des vidéos qui vous intéresseraient de voir, peut-être faire un tour de ces secteurs que je viens de citer. Et encore une fois, n'oubliez pas un like et je vous souhaite de passer un excellent week-end. À très bientôt. Bye bye.